premier événement physique. On s'est vu de nombreuses fois à travers Zoom ou la caméra. C'est vrai que ça fait un petit moment. On s'est longtemps posé la question, sincèrement, de le faire en vidéo ou pas, en physique ou pas, un mix, mais un mix pour suivre ça en vidéo, pour que la qualité du son et de l'image soit bonne, sinon on décroche très vite. Et ça demande quand même des moyens. On a réussi à le faire de façon générale, mais sinon ça demande des moyens de matériel assez important pour faire un mix des deux. Finalement, on a décidé, notamment avec Benjamin, de garder l'événement uniquement physique en disant s'il n'y a pas énormément de monde sur ce premier, on refera sans doute en 2021 un gros événement de la transmission d'entreprise. Puisque, comme vous le savez, c'était un des sujets de notre mandat et on a les deux thèmes de prédilection, la RSE, je vais y revenir, et la transmission d'entreprise, où on connaît les enjeux qui devait y avoir dessus, déjà très important sur les prochaines années, où de nombreuses personnes, notamment dans le bâtiment par exemple, arrivent à l'âge de la retraite, avec un nombre d'emplois à la clé qui est très important. Monsieur le vaste président, avec un enjeu important sur les emplois qui sont dans ces entreprises. Et encore plus maintenant, on ne va pas refaire un Covid et avoir un esprit négatif ou pessimiste, mais on sait qu'il va y avoir des accélérations sans doute de transmission qui nous amènent là aussi se préparer un petit peu pour ne pas que ce soit obligatoirement à la fin, même s'il y a des mots un peu étranges qui sont passés pendant le Covid. Je ne vais pas faire de polémique ici, mais on voit ce qui vient de se passer avec Orchestra, où par un tour de magie et d'une loi qui est passée pour sans doute à la base sauver un peu des entreprises de cette crise. Certains en profitent et on limite 800 millions d'euros de dette et puis on revient à la tête de son entreprise des unicornes. C'est assez extraordinaire ce tour de passe-passe. Il va falloir quand même qu'on regarde ça parce que c'est vraiment la porte ouverte à tout. On a un peu de difficulté dans notre groupe. On se met en redressement, on dépose le bilan et puis on monte une autre société nous-mêmes qui a peut-être mal géré notre société. On peut racheter notre entreprise sans la dette. C'est extraordinaire ce qui vient de se passer. Ici. Je pense que tout le monde aura compris de qui je parlais. Voilà. Donc on va quand même suivre cette loi, d'ailleurs, que je n'avais pas vu passer. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais je sais que c'est André Deljarry, en bureau de la CC, qui vous avez vu cette loi et certains se sont engouffrés dedans. Et ça fait un peu peur d'ailleurs, on voit ces lots sur enfin, ça peut être finalement le jackpot pour tout le monde. On élimine nos dettes, on remonte une nouvelle société, on rachète notre stock pour 10% du prix initial et on repart. C'est assez. On plante les fournisseurs, bien sûr. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Si c'était à cause de ça, voilà. Je pense que la loi a été faite comme ça. C'est comme toute loi, il y a qui s'en sert. Dans les informations à côté de ça, donc, on fait la semaine prochaine, c'est réservé à nos parties prenantes, puisque au mois de juin l'année dernière, on avait lancé notre comité des parties prenantes pour justement mettre en avant dans la loi PAC la partie RSE et la possibilité de passer en société à mission. Donc on invitera toutes nos parties prenantes pour faire un bilan de cette première année et voir les objectifs qu'on a atteints ou non. Ce comité des parties prenantes, on peut en être fier, parce que je ne sais toujours pas d'ailleurs s'il y a un autre syndicat départemental en France qui l'a mis en place. Et ça nous a surtout permis de gagner un temps extraordinaire en relation avec nos parties prenantes et tous les partenaires, et d'intégrer dans nos commissions de travail internes toutes les compétences qu'on a passées très régulièrement. J'ai fait une commission d'un mois de juillet dernier avec la Banque de France, avec la DGFIP, avec le Pôle emploi, avec la Direct, qui viennent travailler en permanence avec nous, et ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite sur cet esprit de coordination. Donc, on fera ça le 23 juillet. On fera une soirée conviviale à la Chichoumaï, espérant que l'aspect psychologique soit dépassé. On sera en extérieur, on sera dans un espace privatisé. Donc, pour vraiment finir cette première partie d'année 2020. 26 août, on fera, comme l'année dernière, notre premier MOUCA et on accueillera tous les adhérents qui le souhaitent ici même pour une conviviale sur les estivales de Saporta.
on va faire la promo, puisque c'est les seuls qui auront lieu cette année. C'est plus lundi au vendredi, c'est ça, le soir. Vous avez pas 500 personnes en même temps, non? Mais encore, ça a bougé, le jour, c'est 500, mais comme on doit aller jusqu'à la nuit. Voilà, donc on fera ça pour se retrouver après l'été et relancer l'année. Et le 6 octobre, donc, on fera la remise des distinctions d'entreprises responsables et engagées. On a lancé du coup le jour de l'Assemblée générale en visio avec une douzaine de partenaires. C'est là où il y a un travail collaboratif, puisqu'il y a Montpellier, il y a FAS, il y a le CREM, il y a le chef d'entreprise, il y a le champ économique, il y a Cemater, il y a Leader, il y a 60 000 rebonds. On a même commencé à juste dire parce que sinon j'en oubliais, la Mêlée, la French Tech. Voilà, donc on a 8 prix. Je ne sais pas si tout le monde a vu ce projet ou pas. C'est des distinctions qui sont réservées aux entreprises de moins de 50 salariés, avec pour objectif de valoriser leur politique RSE. On sait que dans les petites entreprises, on ne peut pas être bon dans tous les piliers de la RSE, mais justement, on a séparé en 8 piliers. On en a rajouté un 8e qui est les conceptions numériques, mais il y a le management collaboratif, il y a les achats responsables, il y a l'éthique, il y a la transition, enfin l'impact environnemental, etc. Donc, les entreprises peuvent postuler sur un ou plusieurs prix en fonction de ce qu'elles font dans leur entreprise. L'objectif est à la fois de valoriser ce qu'elles font et aussi de montrer par l'exemple aux autres qu'il y a plein de choses qui peuvent être mises en place dans leur politique. Voilà. Donc, remise des distinctions le 6 octobre, c'est ouvert à tout le monde. Les dossiers de candidature sont sur le site de la CPME, vous avez un onglet ERE34. Vous pouvez postuler si vous considérez que vous êtes remarquable sur un des piliers. Avec plaisir. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. On promise le 6 octobre à l'agronautisme. Je vais laisser la parole à Benjamin pour vous présenter cette soirée sur la transmission. Je remercie Alain et Marie-Claire qui ont beaucoup travaillé à la préparation de cet événement dans la commission transmission d'entreprise, justement, une nouvelle commission qu'on avait créée il y a un an lorsqu'on a été élu. Ça devait être notre grande soirée le 31 mars de l'AG où on devait avoir Laurence Ponguero en grand témoin qui nous racontait son histoire de transmission et de rachat et de retransmission de son entreprise. On devait avoir tous les partenaires du service civique, pardon aussi, avec la CCI qui s'occupe justement de la transmission à la chambre de commerce avec qui on a travaillé. On devait avoir tous les partenaires, la société générale ici, la présence, parce qu'on avait une table ronde avec eux, la Solidex sur le financement, etc. On refera, j'espère, un bel événement en 2021 là-dessus, puisque c'est un sujet important et peut-être encore plus important dans les mois qui viennent. Mais voilà, je ne serai pas plus long. Je te laisse la place. Mon vice-président, service qui a été fait. Le dernier, c'est là. Eh bien, écoute, merci en tout cas. Je remercie encore en introduction, effectivement, Eric et Alain pour le travail qu'on a mis en place depuis le début. Je vais bien, du coup, on fait un petit point, on va vous dire sur la chaise. Il faut savoir qu'effectivement, pour recontextualiser un petit peu, il y a 5 commissions de travail qui se réunissent à peu près une fois par mois depuis un an. Historiquement, dans la CPME, on a la cellule économique qui est un peu le poumon, on va dire, de cette activité de réflexion, de groupe de travail, de monter effectivement différents types d'événements. Et puis, avec cette nouvelle mandature, on en a un peu d'autres. La transmission, c'est un sujet effectivement qui est ultra sensible et qui est majeur à plusieurs faits. Une chose, c'est que on sait qu'il y a une courbe d'âge qui est plutôt effectivement grandissante. Il va y avoir énormément d'entreprises à reprendre et des emplois. Donc c'est un sujet sur lequel on ne pouvait pas, à un moment donné, ne pas être positionné. Alors on a fait beaucoup, on y allait un peu avec la campagne, pour être très honnête. En tout cas, moi, pour ma part, j'y suis allé en découvrant un peu le monde de la transmission, pour être très clair, parce que c'est pas vraiment un secteur, un domaine que je connais très bien. Pour la petite histoire, moi, c'est un sujet que je ne connais pas particulièrement, parce qu'on peut dire, finalement, j'ai commencé ma vie d'entrepreneur par une petite entreprise de mon père, suite malheureusement à son décès. Et on n'a rien pu faire, à part effectivement mon ETC et puis la faire mourir. Alors c'est une boîte qui finalement avait une existence. Et c'est là où finalement on se rend compte que n'y a rien de prêt, c'était en tout cas un cas qui n'avait jamais été inventé. Et donc du coup, il y a énormément pour moi d'entreprises qui seraient en situation peut-être à un moment donné de disparaître
parce qu'on n'a pas réfléchi finalement à ce qu'on va en faire et là on va l'apprendre. L'autre élément pour moi qui était aussi important dans ce cadre-là, c'était qu'à aujourd'hui, quand on a fait un peu le bilan de ce qu'il y avait sur la table finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses finalement qui étaient présentes. Il y a énormément d'éléments disponibles, en tout cas il y a beaucoup de choses qui sont faites pour approcher peut-être les cédants et les repreneurs. Il y a de la sensibilisation aux repreneurs, de l'accompagnement. Et nous, on s'est posé finalement la question au sein de la CPME, c'était quoi finalement notre place c'était quoi finalement la place d'une organisation patronale dans le cadre de la cession de transmission d'entreprise. Et ce qui est apparu assez fortement, et puis moi c'est un des premiers éléments finalement, c'est ce besoin d'être sensibilisé. Et notre place peut-être effectivement en tant qu'organisation patronale, c'est de sensibiliser un chef d'entreprise qui ait créé sa structure ou qui l'ait racheté à cette phase si particulière qu'est la transmission. On avait travaillé effectivement pour l'historique de cette soirée atelier qui a duré à peu près 1 heure sur un format beaucoup plus long qu'on a réadapté. On s'est beaucoup posé de questions de savoir si c'était un sujet effectivement d'actualité pour faire ici maintenant en post-Covid. Et puis au final, quand on a discuté un peu avec tout le monde, on s'est rendu compte qu'il y avait des transmissions qui avaient été lancées, qui devaient s'accélérer, d'autres qui allaient se reporter, et que c'était finalement un sujet complètement d'actualité. Et pour aller jusqu'au bout du bout, en quittant mon bureau tout à l'heure, je travaille avec Nicolas, qui bosse avec moi depuis plusieurs années, et Nicolas, je lui dis, tiens, ce soir, on a une solution, un atelier sur la transmission d'entreprise, donc c'est rigolo. J'en parlais hier avec mon père, qui est chef d'entreprise, et qui réfléchit à transmettre sa boîte. Comme quoi, finalement, c'était un sujet qu'on a un peu d'actualité. Voilà un peu pour le contexte. Ce soir, on a Amandine Bouvier, FPR, avocate en droit des affaires, Stéphanie Martin, qui accompagne les entreprises dans la cession et la transmission, et Maud Buffon, qui est directeur chez KPMG, dans le bloc CEDAN. Je suis bon dans la présentation. J'ai la chance de travailler régulièrement avec eux dans les cellules. Je suis très heureux de pouvoir ce soir finalement animer et puis peut-être faire, en tout cas celui qui n'a pas tout à compris, sinon pour répéter toutes les choses. Je ne suis pas un spécialiste, ça me va bien de poser des questions finalement. Peut-être tout le monde se pose ou n'a pas envie de poser. C'est une position que j'assume avec grand plaisir. On a beaucoup parlé effectivement de cette position où on a arrêté de me dire à chaque fois qu'on dit il faut anticiper, il faut anticiper, il faut anticiper. Ok, d'accord, mais finalement, qu'est-ce qu'on anticipe c'est quoi finalement ces risques? Là, vous avez question à tous. Mais globalement, c'est quoi finalement les risques de pas anticiper, puisque vous avez parlé de dire qu'il faut anticiper? Et puis à l'inverse, c'est quoi finalement ces opportunités pour moi, chef d'entreprise et puis toute mon entreprise, d'anticiper finalement la session? Alors, du coup, on commence par Stéphanie. Alors, il y a deux aspects. Il y a deux aspects importants dont il faut tenir compte. Ne pas préparer sa transmission. Il y a un risque pour l'entreprise, il y a un risque pour le dirigeant, il y a un risque que la transmission n'aille pas jusqu'au bout. Transmission, cession, transmission. Pour l'entreprise, le risque est de perdre des hommes clés, c'est perdre de la valeur. Ça peut aller jusqu'à la dissolution, à la liquidation judiciaire. Pour le dirigeant, c'est ne pas de prix et de ne pas permettre la transmission à la fin. Je crois tous des exemples de transmission-cession qui paraissaient très bien engagés. Au moment de signer le protocole, la personne ne vient pas, n'est pas prête à signer réellement parce que qu'est-ce que je vais devenir demain, qu'est-ce que je vais faire une fois que j'aurai plus mon entreprise. C'est important. Pourquoi est-ce qu'il faut préparer? On a un hyper là sur un dossier il n'y a pas longtemps ensemble. Parce que ça s'organise son patrimoine. On va décider déjà à qui on va vendre son entreprise. Est-ce que ça va être ses enfants qui vont reprendre? Est-ce qu'il y a un patrimoine organisé? Est-ce qu'il y a des actes du travail, etc. On en parlera beaucoup moins à mettre en place. Est-ce qu'au contraire, quels sont mes besoins après la transmission? Qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire? Quel est mon projet? Parce qu'une transmission n'ira jusqu'au bout que si on sait ce qu'on veut faire après, si on a la capacité de se projeter. Que ce soit j'ai envie d'aller pêcher la truite ou j'ai envie de recréer une multinationale, peu importe. Ce qu'il faut, c'est s'imaginer sur l'après, une fois qu'on arrêtera de diriger son entreprise.
C'est aussi définir justement avec son conjoint, sa conjointe, ses enfants, si on a envie de se voir un peu plus souvent qu'avant, ou si on va prévoir d'autres activités. On en rigole, mais ça peut empêcher de transmission, c'est important. Donc, tout le monde d'abord. Alors, le Covid a servi à ça, certains, moi j'ai certains qui me disent bon, ben, ça va permettre de voir. C'est bon, on peut s'entendre, on peut faire un c'est clair. C'est hors de question, on se supportera pas. C'est choisir de l'éduquer à l'entrepreneur, donc est-ce que c'est avec les enfants qui reprennent, en s'assurant que les enfants ont réellement envie, puisque ça aussi, on pourra revenir, mais le dirigeant peut avoir envie que ses enfants reprennent, puis pas tout à fait finalement, savoir si ça va être les salariés, etc. Et puis le fait d'anticiper pour le dirigeant, c'est apprendre à lâcher prise, à comprendre que l'entreprise va pouvoir vivre même sans soi après, et donc faire son deuil. Le deuil du cédant, c'est quelque chose qui est étudié aujourd'hui, qui rentre beaucoup et qui va du coup nous permettre d'avancer. Et ça, c'est mon boulot. Moi, j'accompagne les entrepreneurs cédants parfois 3 à 5 ans avant la transmission. Parce qu'il y a une partie qui est du coaching aussi, de faire un petit pas de coaching, de comment avancer. Et puis faire le chef d'orchestre dans lequel les gens vont aller voir un tiers, et les gens vont aller voir pour préparer l'entreprise, et là, je vais laisser la parole. On a un élément, c'est ce qu'on parle de préparation dans le Covid, et je ne sais pas si on a vraiment le temps de préparer. Ça veut dire que si on doit réhabiller la mariée, ou comment on se positionne en ce moment sur la valorisation et finalement la préparation. Je vais être un peu cynique, mais Stéphanie vient de le souligner, si on n'anticipe pas, on risque de mal transmettre. Il y a des cas où on n'a pas le temps de transmettre. Il viendra le mari, et puis tout à l'heure, c'est qui va le commerce, elle est en héros. Le Covid, on va pas faire sur la Covid, je ne sais pas. Pourrait dire que finalement, oui, avec ce Covid-là, tout ce qu'on a pu prévoir, ça ne marche pas parce que ça, on n'est pas prévu. Oui, mais je crois que ça a pris sa place, sur elle. On a du mal à prévoir ce genre de choses. Néanmoins, si à un moment donné, on fait l'effort d'anticiper, alors on va parler de délai, on rêve de délai de 3 ans, 4 ans, 5 ans avant de transmettre, de commencer à préparer les choses. Tout ce qu'on aura fait à ce moment-là servira. Mais si 2 ans plus tard, il y a effectivement un épisode aussi singulier, ce que vous connaissez, tout ce qui aurait été mis en œuvre à ce moment-là aura proposé. Après, est-ce qu'il s'agit d'habiller la mariée? Oui, on va le dire clairement, on ne va pas se mentir, à un moment donné, quand on écoutait l'auteur, le vendeur va toujours vendre plus cher et l'acheteur va toujours acheter moins cher. De rares exceptions près, et quelques vendeurs, c'est généralement comme ça que ça se passe. Donc, habiller la mariée, oui, ne le voyez pas sous le côté peut-être hypocrite ou vendeur, je viens de souligner, mais simplement habiller la mariée, c'est aussi faire en sorte que l'entreprise corresponde à un maximum de critères qui vont satisfaire aux attentes du repreneur. Et ces critères-là, finalement, ce sont des critères de bon sens, d'ouverture de risque, ça va être des critères de santé financière, ça va être des critères de pérennité, parce que tout ne repose pas. On aura l'occasion d'en parler sur le seul cédant qui ne sera plus là, donc si vous voyez, c'est un souci. Donc, habiller la mariée, ne voyez pas uniquement sur quelque chose d'artificiel, puis assumons-le, oui, c'est pour habiller la mariée, parce que ça, c'est au final très bénéfique. Et donc, du coup, on parlait tout à l'heure dans la préparation sur le trou d'air, l'anticipation effectivement qu'il fallait avoir. Ça veut dire qu'on peut le prévoir autant effectivement cette préparation. Est-ce qu'il faut prévoir aussi le trou d'air post-session? Alors, oui, dans le sens où, en fait, c'est plus un trou d'air post-session, c'est le périsme, un dirigeant qui est là pour diriger son entreprise. Et bien souvent, les dirigeants vont du moment de la session, parce qu'il s'occupe de sa session et plus de s'occuper de son entreprise. Or, c'est peut-être le moment où il faut le plus apprendre sur son entreprise pour qu'elle reste belle jusqu'au bout. On disait, on la transforme. En réalité, surtout, pour moi, c'est surtout que l'entreprise qui se vend, ce n'est pas une entreprise qui vit, telle qu'on la développe en temps normal, donc on va la préparer un peu pour un repreneur. Après, il fallait jusqu'au bout des choses. Si vous arrêtez tout d'un coup parce que vous passez votre temps à répondre à des questions sur la session, à aller rencontrer des repreneurs potentiels, etc., vous n'allez pas gérer votre entreprise et vous décider, et on a plus combien de fois, d'avoir des chiffres qui baissent, de faire un mauvais recrutement.
des tas de choses passées. Donc, c'est important que le dirigeant reste capitaine du navire, d'où l'importance d'être entouré par des conseils. Et après, le truc là aussi qui est plus personnel, c'est des études sur, justement, j'ai besoin et d'autres, sur les assurances, qu'un dirigeant capable de préparer sa transmission, c'est derrière très souvent des compensations, maladies longues, etc., qui se développent. C'est sur de vraies études poussées sur les évaluations, c'est important de préparer pour c'est une chose, parce qu'il y a plein de choses à faire. Okay. Juste pour souligner le truc d'air, et je ne voudrais pas insister sur des manœuvres peu glorieuses, et se concentrer sur l'activité qui est la vôtre au moment où vous transmettez, c'est la clé. Voilà, on l'a vu, on le sait, il y a parfois des faux acquéreurs qui sont là pour occuper quelque part le cédant à préparer des dossiers, des reportings, des tableaux qui vont lui demander un temps colossal simplement pour qu'il se désintéresse par la chose de son activité. En général, vous imaginez dans ce cas-là, l'acquéreur, du moins celui qui se fait passer comme tel, est en général un concurrent. C'est triste, mais ça se voit. Attention à ce piège-là. Le cédant doit se concentrer plus encore que d'habitude sur son activité, pas sur le reste. Ok. Alors, du coup, on rentre un petit peu plus dans le cœur du débat, sur on parle de forme juridique. Est-ce que dans cette phase de préparation, globalement, il y a une forme juridique d'entreprise qui facilite plus ou moins la cession, en tout cas, qui a un impact peut-être plus favorable fiscalement ou patrimonial, et là, je parle par là. Oui, c'est certain. Alors, comme on a expliqué, il faut anticiper, parce qu'on va restructurer la société. Il y a une forme qui est privilégiée, c'est la SAS. Tout simplement parce que les droits d'enregistrement sont vraiment importants pour une SARL. C'est pas compliqué. Pour une SARL, les droits d'enregistrement, c'est 3%. Il y a un abattement d'un premier euro sur le prix de cession, alors que quand on est en SAS, c'est 0,1%. Donc là, évidemment, la question va se poser de savoir est-ce que je transforme ou pas ma société. Alors évidemment, ça peut être aussi un cadeau qu'on fait l'acquéreur, parce que ça va permettre de règlement de droit, et donc il va être plus à même aussi à acheter la société. Donc voilà, c'est des choses qui sont à voir et qui sont bien évidemment anticipées. On ne peut pas faire ça non plus du jour au lendemain. Ça s'anticipe et la restructuration parfois est nécessaire. Et ça permet aussi de voir les aspects fiscaux et également patrimoniaux, comme ces années on parlait tout à l'heure, pour pouvoir avoir comment faire si on souhaite céder à ses enfants. Le fiscal. Effectivement, il y a anticipé, on a anticipé très longtemps à l'avance, donc Stéphane parlait du bac du trail qui s'anticipe au moins 6 ans à l'avance. Donc là, on est vraiment sur une anticipation très en amont. On peut avoir des anticipations à 3 ans pour s'exonérer de certaines plus-values avec certains montages qui peuvent être mis en place, parce qu'en France, on a quand même un régime fiscal qui, certes, peut paraître parfois très lourd, mais en tous les cas, dans la transmission, on a quand même un des meilleurs régimes au monde, en tous les cas en Europe. Et donc, on peut mettre en place certains montages qui permettent d'optimiser la transmission fiscalement. Alors, soit on anticipe un peu beaucoup à 3 ans, soit on peut le faire également quelques mois avant. Après, l'objet, c'est pas forcément de tout détailler, parce que sinon, je passerai quelques heures, ce sera pas l'objectif. Mais on pourra bien évidemment en discuter. Et il y a également la transmission aux enfants il faut y penser. Alors, soit transmettre l'entreprise, ça c'est une première mission, mais il y a également la possibilité de donner les titres de la société en amont, avec donc un régime fiscal applicable, le régime fiscal de la donation qui sera applicable à ce moment-là. Et ensuite, sur les enfants qui vont céder des titres et qui vont prendre une partie du prix de vente. Et là, sans plus-value, puisque la donation aura été faite juste avant, on aura payé les droits, donc la valeur qui sera en plus sera la valeur au moment où ils ont reçu les titres, puis vendus. Donc il y a plein de schémas à mettre en place. On n'est pas sur une anticipation qui est forcément à 6-3 ans, elle peut être faite 1 an avant, elle peut être quelques mois avant, mais il faut déjà se poser la question. Il faut se dire, voilà, je ne peux pas se dire que je vais les transmettre, et puis c'est tout. Non, il y a quand même des questions à se poser, également sur la forme de la transmission, est-ce que je demande mon titre, est-ce que je demande mon compte, voilà, il y a quelques questions juridiques à se poser,
faut parfois, non plus des années, il ne faut pas se les poser des années avant, mais il faut quand même se les poser quelques mois avant pour qu'on puisse y réfléchir, pouvoir aussi adapter à la situation du client, du cédant, pour pouvoir transmettre sereinement, en tous les cas, que la transmission corresponde au cédant concerné. Ok. Donc là, du coup, on a effectivement cette partie anticipation, qui est le point numéro 1, on anticipe d'abord. On a le point numéro 2 qui est finalement la préparation. On commence à aborder et on réfléchit effectivement à ces différentes phases. C'est quoi finalement les freins les plus courants pour un chef d'entreprise? On a parlé notamment de préparation, mais moi, il y a un côté très psychologique. En tout cas, je le vois. Je vis moi, ma boîte, c'est une boîte qui est créée, une idée, une machine. On a l'impression ouais, c'est ça quand même. C'est tous pareil. Est-ce qu'il y a du coup, il faut faire le deuil, c'est quoi l'étape pour aborder finalement sereinement la préparation? Alors, les freins qu'on nous oppose généralement, c'est justement je l'attends, de toute façon, je lui penserai, mais c'est pas maintenant que je vais transmettre, etc. Et souvent, ce dont on s'aperçoit, et c'est tout l'objet de table ronde comme ça ce soir, c'est tout simplement parce que la plupart des gens ne savent pas les étapes de transmission. La transmission, on connaît le haut de l'iceberg, on connaît le côté l'évaluation d'entreprise, combien de d'entreprise, qui va me répondre, et je vais négocier, écrire un protocole, des avocats, et puis ce sera fait. Ça, c'est en effet une partie de la transmission. C'est pas que ça, la transmission, on en a parlé avant, c'est réfléchir à qu'est-ce qu'on veut transmettre, à qui et comment, parce qu'on va pas développer la boîte de la même manière, en tout cas la préparation-là, on va avoir à mettre en place des tas d'aspects juridiques, personnels, je ne reviendrai pas là-dessus, mais c'est vraiment important. Et pour revenir malgré tout sur le côté un peu psy, comme tu disais, c'est en effet un deuil à faire. C'est son bébé, la plupart du temps, même si c'est plus ou moins, mais enfin, c'est souvent comme ça, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi, et elle vaut très très cher, et tout le monde va la mémoire, donc c'est déjà aussi se remettre. C'est ça, c'est un peu ça. Moi, je me suis la réflexion, mais en préparant les interventions, à chaque fois que je vous entends parler, j'ai l'impression que c'est pas le taser, vous savez, c'est ma maison, c'est moi qui l'ai construite, j'ai posé les pierres, j'ai fait le etc. On a un côté un peu, et du coup, elles vont beaucoup plus cher, j'ai un peu l'impression de faire c'est exactement ça, on a peu de Stéphane Plaza, son équipe, à vous expliquer que c'était très beau, en effet, les grosses heures pour vous, mais que peut-être ça plaise demain à reprendre les complètes gratuitement, etc. L'idée imagée, mais c'est tout à fait ça. Et du coup, voilà, c'est se rendre compte que c'est énormément de choses à mettre en place, et qu'il y a une transmission, c'est long, même si en moyenne, on dit 18 mois, 24 mois en gros, mais plus vous l'aurez anticipé, plus ce sera facile de lâcher. Alors, moi, je dis qu'il faut des temps de questions. Il y a des questions. Je vois qu'il y a plein de monde autour de la table. Il y a des avocats, il y a des notaires, il y a des coachs, un peu pognon, fondamentalement. Du coup, moi, comme je l'ai vécu, finalement, si on parle un peu de coût, est-ce que dans cette phase de préparation, il faut anticiper du coup, il faut prévoir ce qu'il y a une enveloppe à prévoir? Je sais pas, une question. Est-ce qu'il y a quelque chose effectivement en termes de coût? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas? Ah non, le start de 3 millions. D'accord. C'est pas cher. Non, en fait, ça dépend vraiment de la complexité de l'opération. C'est-à-dire que c'est certainement moins compliqué de faire une session à 300 000 qu'une session à 2, 3, 10 millions d'euros. Voilà, donc en fait, le coût, on va l'évaluer en fonction du travail que l'on va avoir à faire, des actes qu'on va avoir à faire, et surtout des audits. Voilà, plus la société est importante, évidemment, plus l'audit juridique, social, comptable, va être important. Donc, c'est évident que les honoraires sont plus conséquents à ce moment-là. Mais fixer, c'est compliqué pour ma part, de fixer déjà après le fait d'anticiper permet aussi d'anticiper la question. C'est-à-dire que ça permet d'aller consulter déjà ses propres conseils, si on en a, obtenir des recommandations de la part de personnes qu'on connaît, qui sont suivies par ce genre de conseils, faire des devis, etc. Et donc, du coup, jauger en fonction des devis qu'on reçoit. Et voilà, c'est la concurrence. Non, mais voilà. Et puis, j'allais les dépenses. Et chaque dépense, c'est une moi, c'est des honoraires fixes, c'est très simple. J'ai fait beaucoup de préparation. Et vous êtes pire.
parce qu'on va faire des choses qui ne servent à rien. Et alors, il y a un sujet, mais qui est un sujet qui parle à tout le monde, c'est le sujet fiscal. On a vu avec l'optimisation, par exemple, à SAS, comme vous l'avez dit, mais il y a pas de sujet autour de ça. Ne pas préparer, c'est s'exposer à un traitement fiscal qui sera certainement beaucoup plus important que le coût de la démonstration. Ok. Et du coup, j'enchaîne là-dessus et je te laisse la parole sur cette partie, parce qu'on a anticipé, on a préparé effectivement avec les différents faits, du coup, notamment sur la valorisation des méthodes d'évaluation d'entreprise, comment effectivement on a autant d'écart finalement, une variation, une méthode différente. J'ai l'habitude de dire que les méthodes d'évaluation, il y en a quelques centaines. Ce qui prouve une chose, c'est qu'il y a pas une de bonne. Si une de bonne, finalement, il va fixer ça, c'est ça. Sans embêtant, je perdrai par contre pareil, mais ça ne m'arrange pas non plus. Non, il n'y en a pas une de bonne, mais la pire de tout, c'est d'en prendre plusieurs et faire la moyenne. Sans se poser de questions, donc je me bats un petit peu contre ça. Chaque méthode d'évaluation va chercher à permettre de voir l'entreprise avec un prisme particulier. Alors, on ne va pas les passer en revue, parce que je vais être évidemment, mais dans les grandes catégories, on peut s'intéresser au patrimoine de la structure. Qu'est-ce qu'elle a? Je prends qu'un exemple, une structure qui a versé beaucoup de dividendes à ses associés à un moment donné, elle a appauvri son patrimoine. Ce qui veut dire que l'entreprise qui verse beaucoup de dividendes vaut peu. J'ai plutôt tendance à penser le contraire. Il y a un point qui me gêne. Il y en a une que vous connaissez tous, hein, c'est de dire que l'entreprise vaut X fois quelque chose. Il faut se mettre d'accord sur quelque chose, ça commence à arriver. On est à peu près tous d'accord pour dire que c'est quelque chose autour de l'EBE ou dans le code. Et après, il y a le X. Alors là, ça devient un petit peu polémique, par rapport à l'espoir. Mais ça veut quand même dire, on voit des fois sur des approches sectorielles, que toutes les entreprises du même secteur valent toutes X fois quelque chose. Alors, je ne sais pas, vous prenez n'importe quel commerce, n'importe quelle activité, la même c'est pas tous égaux. Donc, on se rend compte que derrière chaque méthode, pas toutes les faire, il y a des intérêts. Mais chaque méthode a ses limites. L'idée, c'est de revenir à chaque fois que me montre cette méthode-là et pourquoi j'ai des écarts. Alors, des écarts, oui, évidemment, c'est évident. Vous déroulez plusieurs méthodes d'évaluation, vous aurez des écarts. Après, soyez honnêtes, sur des grosses entreprises, on va effectivement dérouler un type de X méthodes différentes. Dans la plupart des TPE, on va dérouler 2-3 approches assez simples, assez rapides, et donc on sait déjà analyser la raison de l'écart. Il y a des choses qui sont assez simples et qu'on peut faire parler assez rapidement. Mais encore une fois, Stéphanie l'a souligné tout à l'heure, on parle de transmission, c'est tout de suite la valo que l'on veut. La valo n'est qu'un des éléments, c'est une brique parmi d'autres au cours de la transmission et accorder plus, je crois qu'on en parlera plus tard, accorder une importance exagérée au seul sujet de la valeur, c'est oublier plein d'autres sujets. Et la dernière chose que je veux souligner, c'est la différence entre la valeur et le prix. Quand tu dis c'est mon bébé, oui, c'est la différence. Juste pour un peu de vocabulaire, la valeur elle est intrinsèque à ce que vous voulez vendre, elle ne dépend de rien d'autre. Le prix, il est propre à chaque acquéreur. Moi, le prix, je ne sais pas vous en parler. Le seul qui sait en parler, c'est celui qui fait le chèque. Et de temps en temps, il va mettre beaucoup plus cher que ce que vaut l'entreprise, parce que lui sait qu'il va en faire autre chose. Il va apporter des synergies. C'est le principe des enchères, on est prêt à payer plus que ce que ça vaut. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va en faire autre chose. Ça, on ne sait pas faire. Personne ne sait parler de prix et parler de valeur. Donc, on vous parle de valeur et en essayant d'estimer, effectivement, ce que pourrait être le prix pour un tel vente. Mais ne focalisons pas uniquement sur la valeur, c'est pas et de moins le seul sujet. Pour rebondir effectivement sur ce que tu dis, il faut prendre du recul et voir aussi toutes les conditions de la vente. Si je prends un exemple concret sur les autres facteurs qui pourraient être pris en compte, c'est la question de concurrence, par exemple. C'est-à-dire que je veux transférer mon entreprise et puis je peux quand même continuer une activité après. On parlait de l'après, quid de l'après. Si j'ai une grosse clause de concurrence qui m'interdit beaucoup de choses, ça a de la valeur en fait. Donc, est-ce que je suis prêt à avoir un gros prix, une grosse clause de concurrence, ou est-ce que au final je serais peut-être prêt à avoir un prix un peu moindre et pouvoir être libre de faire ce que je veux? Il y a ça, et il y a aussi l'aspect psychologique. Là, moi, j'ai des clients qui sont en train de vendre et qui ont accepté de vendre un prix moins cher parce que l'acquéreur qui proposait le prix moins cher, alors qu'il avait une proposition un prix plus cher aussi, en fait, il développait tous les emplois.
alors que l'autre ne maintenait pas tous les enfants. Donc en fait, il y a vraiment d'autres facteurs au prix aussi qui doivent être pris en compte, comme tu disais, c'est pas juste l'évaluation. Ça, je vais rebondir, c'est important. On a défini 7 types de cédants. Je suis avec un chercheur, il y a 7 types de cédants avec chacun une importance, qui va traiter une importance à quelque chose de différent. Donc certains vont vendre un peu moins cher, mais pour s'assurer derrière de l'aspect que tous les salariés voient là. D'autres, ça va être au contraire marchand, c'est ça qui est important. Il y en a pas mal de l'autre, c'est il y a les faux cédants, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on peut perdre beaucoup de temps aussi avec quelqu'un qui n'est pas du tout à céder en réalité. Donc c'est savoir pour le définir. Et le prix, moi, c'est une question d'offre et de demande, c'est comme toujours, le prix, c'est le prix que quelqu'un va être capable de mettre et sur lequel il va pouvoir trouver une rentabilité, parce que moi, rarement, ça arrive, il y a pas beaucoup de repreneurs qui peuvent faire acheter directement sur ce second. Je l'ai dit, donc il va falloir rembourser une banque derrière ou un fonds un jour, et donc ça va absolument tout à l'heure. Je comprends le contre-pied de ce que je viens de dire. En fait, quand je dis que la valeur est importante, c'est qu'elle n'est pas importante en tant que telle. Ce qui est important dans la valeur, c'est ce qu'elle traduit, quels sont les leviers de gestion de la valeur. C'est ce que vous voyez tout à l'heure en termes d'anticipation. Si en matière de valorisation, vous vous rendez compte qu'il y a des éléments qui influent à la baisse, ça va être des fragilités, des faiblesses à capital niveau, et c'est là que tout le travail d'anticipation a du sens, c'est de se dire qu'est-ce que je fais pour résoudre ces problèmes-là et faire en sorte que ma valeur augmente. Je prends toujours le même exemple, je pense que c'est peut-être celui qu'on rencontre un peu souvent en matière de TPE, c'est la problématique d'homme-clé. Vous avez un organigramme où tout râteau, tout revient sur les gens. L'acquéreur qui va acheter cette boîte-là, il se dit inévitablement, le jour où c'est dans les parties, que voit la boîte. Anticiper à ce moment-là, c'est peut-être tout simplement prendre le temps de structurer une équipe d'encadrement autour du cédant et de présenter, encore une fois, oui, de guider la mariée en disant, ben voilà, la mariée fonctionne maintenant avec une équipe d'encadrement, c'est faire tourner la boutique sans moi. Ça, c'est un élément que va faire ressortir la valeur, mais pas en disant à 1 million ou 2 millions, juste en disant, attention, il y a une faiblesse. Est-ce que ça veut dire qu'une entreprise, il n'y a qu'une seule personne, n'a pas beaucoup de valeur? Non. Donc, si on fait pareil. Voilà. Ce qui est important, c'est de savoir. Savoir que l'entreprise, on va dire, unipersonnelle, au sens juridique du terme, il faut que je sois le bon langage, je vais apprendre, au sens où tout repose sur elle, évidemment, sans cette personne-là, oui, pour être en traduction, ça ne vaut plus rien. On va pas aller loin. C'est qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que cette structure-là vaille quelque chose. Là, parce qu'il y a plein de choses. L'anticipation, c'est aller peut-être recruter quelqu'un qui sera, on parlait là par les salariés, ça peut être recruté, formé. Moi, j'ai appris ça, le chauffagiste, plombier, etc., qui était sur des entreprises tout seul. C'est en amont, on décide qu'on sait qu'on va partir à telle date, et ben on recrute. C'est pas facile, donc ça s'anticipe vraiment parce qu'il y a de moins en moins de jeunes qui ont envie de bosser des heures et de mal se payer. Donc c'est pas facile, mais ça s'anticipe et ça s'organise. C'est faisable. L'exemple type de l'accompagnement, c'est patientèle dans la profession médicale. Quelque part, on s'associe progressivement avec celui qui va reprendre pour montrer les gens face à la patientèle et ça se fait finalement naturellement. Et du coup, vous pouvez d'abord répondre, ça participe aussi au processus psychologique de transmission du cédant. C'est-à-dire que le fait de commencer à transmettre son savoir à des équipes, à d'autres personnes, etc., nécessairement, il va plus se projeter plus facilement, se projeter dans la transmission. Si de but en blanc, si c'est du jour au lendemain, ça va être plus difficile de lâcher prise. Tout à fait. Il y a un aspect financier, c'est moi qui vais aller sur le financier, mais c'est que les banques aiment bien les entrepreneurs salariés intégrés à l'entreprise parce qu'il y a une connaissance de l'histoire de l'entreprise, l'homme clé, la connaissance des clients, des fournisseurs, etc. Et donc très souvent les dirigeants disent bah non, mais les salariés ne seront jamais les moyens. Étonnamment, justement, il faut aller se renseigner. J'ai un exemple type là.
de quelqu'un qui comprend tous les aspects. Il a fait ce que j'appelle le communauté de la transmission parce qu'il refusait d'en parler quand j'ai commencé à travailler avec lui. Il avait tout le monde qui avait le droit de savoir. Il refusait absolument d'en parler avec lui. Au bout de 3 mois, il a fait voir, ça l'ai vu, il en a parlé partout. Quand je l'ai rencontré, il voulait vendre absolument en croissance externe à un concurrent. Quelqu'un en tout cas du Sénat, il s'était obligé, surtout pas les salariés, il ne fallait pas leur en parler. Et puis finalement, petit à petit, tout seul, il a fait le chemin, il s'est rendu compte que les salariés, c'était des moutons. Il en a parlé, il y en a deux qui ont accepté de reprendre, et qui étaient des ouvriers sur un métier manuel, des ouvriers, et les banques, j'allais voir les banques avec eux pour vérifier, les banques ont dit tout de suite, oui, ils connaissent parfaitement le métier, ils connaissent parfaitement le client, etc. Même s'ils ont peu d'apport, voire pas d'apport, on est chez plus que quelqu'un qui va venir à un tour et qui va pas savoir faire. Et du coup, si vous venez sur un sujet qui est, moi, je trouve très sensible, c'est la notion de confidentialité. Comment à un moment donné, parce que l'une des grosses questions, c'est, dans tout le débat qu'on a eu depuis le mois de juillet sur nos réunions, c'était à partir du moment où je déclare ma entreprise et la vendre, comment je suis de la part des clients, des fournisseurs, comment on peut maintenir finalement cette confidentialité, comment on peut garder aussi le fait de passer des documents, des temps, des choses qu'on n'a pas envie finalement de transmettre. C'est quoi finalement la stratégie ou le moyen de pouvoir garder, de se rassurer dans les salles? Il y a deux choses, deux situations. Soit on a déjà trouvé la querelle, soit on ne l'a pas trouvé. Et on veut vendre, on se dit, bon, bah ça y est, je veux vendre, mais comment je fais en fait? Justement, pour faire mon fameux coming out, c'est pas facile. Hein. Et puis, surtout, il ne faut pas que les salariés le sachent, parce que là, ça serait la catastrophe. Effectivement, les fournisseurs, etc. Donc là, juridiquement, si on n'a pas d'acquéreur, c'est compliqué de mettre en place quelque chose. Hein. À mon aide, on ne peut pas faire signer quelque chose à quelqu'un qui, à tout le monde. C'est des accords de confidentialité, je ne peux pas les faire signer de manière générale comme ça, c'est pas possible. Après, voilà, faut être un peu malin dans sa communication, faut faire appel peut-être un peu à ses réseaux, à ses PME. Commencer à communiquer un peu comme ça, à des proches, à ses conseils aussi, puisque ça peut arriver. Alors, c'est pas nos métiers, tu me le confirmes pas aussi, mais nous aussi, on a des clients dans le portefeuille, il peut y avoir des matchs qui peuvent se faire, ça peut arriver, ou en tous les cas dans nos réseaux. Voilà, essayer de trouver des personnes de confiance avec qui on parler pour commencer aussi à se faire à l'idée et à expliquer. C'est sûr que juridiquement, dans ce cas de figure-là, quand je n'ai pas d'accord, je ne peux rien sécuriser du tout, il faut avoir un peu le feeling et y aller petit à petit et pas crier sur tous les toits du jour au lendemain. Du coup, après, je vais peut-être rebondir sur ce que tu disais. Alors, par contre, une fois qu'on a potentiel acquéreur, là, par contre, on va signer la confidentialité. Alors, par contre, réellement, la sanction par la suite, si jamais l'acquéreur dévoile les documents qui ont été transmis, c'est un peu compliqué parce qu'on peut prévoir des documents, mais après, il va falloir démontrer que cet acquéreur-là a divulgué des documents auprès de tiers. Donc, c'est un peu compliqué, mais ça reste quand même un accord et ça formalise les choses entre le cédant et le cessionnaire. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est que dès qu'il y a une lettre d'intention qui est signée ou qu'il y a vraiment, on commence déjà à en parler, on va faire signer un accord de confidentialité. Et à ce moment-là, ça rassure quand même les cédants. Il est plus à même de transmettre le bilan de la société et certains documents. Et puis, au fur et à mesure où les discussions avancent, on va transmettre de plus en plus, même si ça reste quand même très compliqué et que généralement, on a du mal à obtenir les documents. Si on peut prendre des faire des audits d'acquisition, c'est très compliqué, effectivement. Parce qu'on n'arrive pas à avoir parce qu'il y a cette crainte justement de communiquer. Pour autant, nous en plus on est sûr, on est un suivi au secret professionnel. Donc, on pourrait presque nous les communiquer qu'à nous et nous on restituerait un rapport en fait sur ce qui va, ce qui ne va pas. Mais malgré ça, c'est vrai que c'est assez complexe. Donc il y a quand même un vrai travail des conseils dans ce domaine pour accompagner le cédant, pour lui expliquer comment ça se passe, pour lui dire voilà, là on peut communiquer. Et aussi essayer de, voilà, toujours pareil, de sentir l'acquéreur, voir s'il a une confiance déjà qu'il s'y connaît l'acquéreur, parce qu'il ne le connaît pas. D'où l'importance d'anticiper encore une fois, parce que si on a intégré l'acquéreur déjà dans l'entreprise, parce que c'est un salarié, donc du coup on serait un salarié, c'est sûr que c'est plus facile.
Mais en tous les cas, en qualité de conseil, on est aussi là pour faire preuve de pédagogie et accompagner à la fois l'acquéreur, son détecteur ou le cédant, dans la transmission des éléments pour que ce soit le plus vite possible. Je pense que même parfois, ils ne transmettent pas parce qu'ils n'ont même pas les documents. Ah oui, Ou alors, ils savent très bien que ce qu'ils vont donner, ça va être compliqué. Vraiment, je parle des registres d'assemblée. En utilisant le but de dire un registre d'assemblée où les assemblées qui sont tenues sont mises dans le registre. Ça arrive que généralement, on met un paquet de feuilles comme ça, qui sont pas rangées, et que ça à nous de faire le registre. Mais voilà, c'est comme ça. Je pense que c'est aussi un frein, et c'est pour ça qu'il faut anticiper absolument, remettre de l'ordre dans la société, parce que chez nos entreprises, généralement, il est dans sa société, il travaille, mais les papiers, la documentation, c'est pas tout le monde. Et on en revient un peu au fait de la BMI. C'est-à-dire que la BMI, c'est ça, c'est de préparer les éléments pour le transmettre et acter le fait aussi à un moment donné de pouvoir transmettre. C'est notre rôle de sensibilisation. Il y a le cadre juridique qui existe, on disait bien qu'il faut être parade pour tout, et qui est nécessaire en tant que tel, je pense surtout pour nous permettre de sensibiliser l'un que l'autre, dans le sens d'acquéreur et d'information, il faut bien en lâcher un peu, c'est là où il n'a pas envie d'en lâcher trop. Je prends un exemple bête, il y a des essais clients, sur certaines boîtes, c'est évident qu'on a envie de les laisser. Par contre, d'expliquer aux cédants, c'est aussi bête que ça paraît, on ne pense pas forcément, et qu'on peut l'appeler client 1, client 2, client 3, client 4, et faire un joli tableau dans ça, ça y est, le problème il est résolu. Il n'a pas besoin de savoir quel est le client, il a besoin de s'assurer que le client principal ne représente pas 80% du chiffre d'affaires. Il y a un problème. Je crois qu'en fait, tout ce contexte de la confidentialité, il est plus là pour nous permettre de sensibiliser l'un et l'autre à la nécessité de se faire confiance, mais avec un certain nombre de précautions qu'on doit encore anticiper. Et ça, c'est l'importance aussi là, des conseils. C'est-à-dire qu'il y a certains que, quand on est sur un dossier, il y a un conseil qui pousse à être pitbull et à pas faire de concessions, etc. Ça se passe généralement plus mal que quand les deux sont prêts à faire des concessions des deux côtés. Donc, on fait attention aussi là-dessus, sur les conseils avec lesquels on parle. Et globalement, au-delà, est-ce qu'il y a des circuits un peu plus spécifiques qui sont justement dédiés à la transmission? On parlait tout à l'heure des différents réseaux, des choses finalement que chaque entreprise peut gérer elle-même. Je pense peut-être à la CCI, à la CMA. On a transmis, je crois, à la CCI qui regroupe pas mal d'interlocuteurs du secteur. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux à un moment donné qui peuvent permettre aux chefs d'entreprise de pouvoir avancer? J'ai fait le truc ou pas? Sur la relation c'est clair tout à l'heure, on a fait des conseils. Je pense qu'on a encore cette réputation d'objectivité et de non-parti pris sur nos entreprises. C'est de pouvoir se transmettre et continuer à vivre. Donc, on a la capacité de dire faire des choses sans forcément être entendu, parce que psychologiquement, c'est toujours compliqué. Mais voilà. Et puis il y a aussi la mise en relation par sur la CMA, CCI, ainsi de suite, entre cédants et les repreneurs, qui peuvent permettre de se faire du lien et d'accompagner si c'est pas possible. C'est mieux, et qui permet de modifier ces transactions. Et moi, pour moi, ça fait partie aussi de notre légitimité, c'est qu'on n'est pas les seuls. Quand on a enfin décidé de sortir du bois, à un moment donné, en restant confidentiel, on peut s'appuyer sur les réseaux comme les autres pour faire savoir, mais évidemment. Donc, à un moment donné, une relation est pris sur les candidats. Une fois finalement qu'on a fait aussi, qu'on a une relation et qu'on a avancé, et une autre question qui revient souvent, c'est la valeur, on a aussi la négociation peut-être aussi. À partir de quel moment, et c'est aussi un élément psychologique important, on doit pouvoir l'annoncer finalement à mes salariés.
Là, de toute façon, il y a un délai légal qui est prévu. Lorsqu'on n'a pas de comité d'entreprise, on est obligé d'avertir les salariés 2 mois au plus tard avant de se payer l'activité. En tout cas, on n'a pas de délai possible, sauf si, bien sûr, l'ensemble des salariés signent un document comme quoi ils renoncent à gérer la société. Et dans tous les cas, c'est vrai qu'on est obligé d'avertir les salariés. Alors, c'est compliqué pour ces gens parce qu'il attend toujours le dernier moment pour les avertir, mais parfois, c'est pas forcément une bonne idée parce que justement, dans les salariés, il y en a certains qui seraient prêts à acheter l'entreprise, et comme ils ne le savent pas, ils ne le font pas. Mais c'est pour ça que parfois, ça peut être intéressant de prévenir en amont justement les salariés pour voir si certains auraient envie en fait, d'acheter la société. Le premier réseau finalement de mise en relation, c'est vrai, et puis il y a aussi la peur, justement, on parle de la montée, des amitiés dans une entreprise. Les salariés, même s'ils ne me parlaient pas, sans des choses que j'étais par rapport à l'intermédiaire, donc surtout les aspects de l'évaluation, etc., en charge de repreneur. Donc j'étais selon les assureurs, représentants, ce qu'on voulait, jamais, bien sûr, intervenir, on ne demandait jamais l'entreprise officiellement. Donc quand j'allais voir les dirigeants, ils étaient tous sauf intervenants. Mais les salariés, ils sentent qu'il y a quelque chose, et du coup, c'est un vrai risque de perdre l'entreprise qui va être la personne qui va être importante pour le repreneur, et qui va faire que l'entreprise risque de plus accessible. Donc, attention, il y a certains salariés qui peuvent poser des problèmes quand on les convoque, on fait toujours attention à la finalité, mais c'est une vraie réflexion à avoir, il ne faut pas avoir peur, toujours, pour parler aux salariés, pour rassurer un petit peu. Les chambres consulaires, quand on les consulte, c'est gratuit, comment ça se passe? Question suivante. Non, je garde la question, on termine comme ça, parce que la chose pour les 3 éléments, on arrive finalement là, et on ressortira juste après, on fera un petit déjeuner, parce que sinon, ça va me souffler dans les Mais on a. Non, j'ai mis la deux éléments, on verra les deux éléments, parce que globalement, on verra sur la clôture. Puis tu sais, moi j'aime bien parler de sous. Pas trop de mais globalement, on a parlé des salariés juste avant la reprise. La toute dernière question que j'avais, c'était est-ce que dans ce cas, dans le moment j'ai fini de négocier, est-ce que le repreneur peut remettre en cause la cession de l'entreprise? Si oui, à quel moment, sous quel délai, pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il y a un moment donné, moi, parce que j'ai compris qu'en gros, j'avais anticipé, j'avais préparé, j'avais négocié, j'arrive au bout. En gros, est-ce qu'il peut marcher comme ça? Alors, bonjour, c'est sûr, il va signer en définitive. Et là, remettre en cause la session, c'est un peu compliqué. Mais sauf cas hyper très exceptionnel, remettre en cause une session comme ça, revenir en arrière, c'est même catastrophique de restituer le prix pour reprendre, c'est vraiment catastrophique. Bien sûr, tant que ce n'est pas signé, il y a toujours un risque. Donc après, il y a toujours plusieurs phases. On signe toujours en règle générale un protocole d'accord sur conditions suspensives, annuelle d'obtention des emprunts. Une fois que ça c'est signé, déjà, il y a une première étape de fait, et une fois que l'emprunt est accordé, après on peut souffler un peu, et voilà, normalement, on est sur des rails. Après, par contre, c'est un des facteurs que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais qui est à prendre en compte aussi dans l'évaluation, dans la notion de prix, c'est la garantie d'activité passive. Quand on vend, très souvent, l'acquéreur demande à ce que le vendeur consente une garantie d'activité passive. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait une garantie sur votre gestion à vous. C'est-à-dire que, je prends un exemple classique qui va parler à tout le monde, j'achète 10 jours après l'impôt fiscal. C'est compliqué. Contrôle fiscal, nécessairement, si on a toute la période antérieure, donc moi, je n'ai pas du tout géré la structure. Donc, du coup, là, le vendeur va garantir cette période-là et garantir que les comptes qu'il a communiqués au moment de la session sont réels, qu'il n'y a pas eu, de choses qui ont été dissimulées. S'il y a un redressement fiscal, il y a des choses, il pourrait du coup, le vendeur, on pourrait lui demander de restituer, entre guillemets, en tout cas, une indemnité qui correspondrait au préjudice subi par l'acquéreur de ce fait-là. Ça se négocie, tout est contractuel.
Donc, des fois, il vaut peut-être mieux avoir un prix moins cher, pas de garantie, ou avoir un prix très cher et prendre le risque de devoir actionner la garantie. Voilà, il y a tout un jeu d'équilibre à faire par rapport à ça. Et de négociation au moment de la vente. Donc, je dirais que c'est une remise en cause de la vente, mais c'est un peu du service après-vente de la transmission, où parfois, l'acquéreur peut avoir des déconvenus qui résultent de la gestion antérieure du cédant, et on peut y revenir. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'un contrôle fiscal juste avant une session, c'est parfait. Oui, Ça vous réduit ça sur la carte. moi aussi, c'est tout facile à faire. C'est obligé de s'appeler au moment. Il suffit de demander, hein. De l'organiser. Une dernière question, est-ce que globalement vous envisagez de rester dans l'entreprise après sa cession et sous quel statut, sous quelle forme? Généralement, le cédant du début, le moins possible, le repreneur, si c'est resté, ça c'est au début, puis alors c'est pas parce qu'il s'en va. C'est bon. Donc, il y a trois statuts possibles, hein, c'est salarié, en CDD. Alors là, je crois qu'on n'est pas d'accord. Moi, je suis plutôt contre le salariat quand on reste dans l'entreprise, sauf s'il y a en effet une histoire de retraite, il faut obtenir quelques points à retraite. CDD rapide. Après, il y a en tant qu'indépendant, on fait des prestations de services. Il y a le tutorat aussi qui existe. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de bien cadrer. Ça a une durée maximum. Alors, ce 6 mois maximum, en France, c'est mieux. En général. Ça peut être en amont, on en a parlé, on a anticipé, donc on a pu faire venir la personne avant. C'est une mission très cadrée aussi. La personne de cédant qui reste et qui accompagne, c'est pour telle et telle mission, il doit venir tant de fois dans l'entreprise, tant de fois par semaine, etc. Il faut penser que pour les salariés, c'est compliqué d'avoir l'ancien dirigeant et le nouveau dirigeant. Donc il faut que le repreneur soit en capacité de prendre la place réellement, de se positionner en tant que dirigeant de l'entreprise, le cédant doit être accompagnant, et réussir à prendre les comptes. Je voudrais témoigner de l'histoire de téléphone. Il y a, c'est bête, mais un repreneur qui prend la place de partout, qui prend le bureau et tout ça, moyen de se positionner aussi. Et en même temps, il faut accepter qu'il faut c'est parfois difficile. Je crois qu'une volonté de l'un ou de l'autre, ça dure trop longtemps, est révélateur de quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été préparé correctement. D'un côté ou de l'autre, qu'il y ait une phase de transition, c'est normal. Si on estime que ça doit durer longtemps, pourquoi bon? Il y a quelque chose de... On était tous les deux, Loïc, en novembre, décembre, je ne sais plus, sur une table ronde, sur le mentorat de l'entrepreneuriat. Là, c'est différent. C'est pas un truc sur le chef d'entreprise qui est complètement extérieur, qui est encore une fois pas l'ancien dirigeant, donc il ne mélange pas les choses. Pourquoi pas? Un repreneur peut avoir besoin de tout ça. Mais le cédant, psychologiquement, on va y revenir, pour soi, c'est super dur d'être parti sur le parti. Il faut un moment couper la branche. Et puis d'extérieur, on le voit dans le dossier, quand il est cédant sur son temps, ça se passe. Généralement, on les retrouve sur une session et j'ai plein de dossiers de 4 ans, 3 ans, 2 ans après, il y avait une revente avec le repreneur qui vendait, et c'est donc qui était toujours là, je m'accroche. Ça marche. Donc, on a vu en fait, l'objectif, c'est qu'on a fait des grandes étapes. Quand vous avez noté, on pourra vous l'envoyer parce qu'on avait les différentes étapes clés. Tout ce qui était important, c'était effectivement de rappeler à quel point c'était important d'anticiper quelle était la première phase. Il y avait tout le process de session sur lequel on est passé un peu plus vite parce que ce n'est pas forcément ce qu'on fait pour l'activité ACPME. On a parlé de cet accompagnement d'après. Ce que je propose, c'est qu'on enchaîne immédiatement sur la question suivante parce qu'on a toujours des difficultés sur la première question, là on n'a aucune. On a deux, c'était sur les champs consulaires, puis du coup, c'est ça? Ouais, autant ça reste on va demander un niveau, etc. Autant, moi je sais que j'ai conseillé plein de fois les entreprises d'aller sensibiliser les consulaires. Ils ont peur, ils ne savent pas, donc je pense que ça va bien expliquer comment ça va. Alors, j'aurais peut-être anticipé le fait que ceci soit une période charnière, en ce moment, avec potentiellement des prestations qui étaient gratuites jusque-là, et viendront pénales. L'accompagnement de la session de première partie. Aujourd'hui, on a encore la chance d'être accompagné par le salariat, par la région de Samy,
C'est-à-dire que la phase d'accompagnement du Sénat, en amont des relations de là, cette phase de conseil, elle est en quelque sorte prise en charge par le sponsor dans les agences-là. Que doit demander la personne qui sait, ou qui demande par le professeur? Ah non, c'est nous qui valorisons d'ailleurs le temps qu'on passe sur la commission. Là, donc ça c'est une chose. Il y a un passage qui est factuel, dans les cas, et c'est sur que ce soit la chambre de métier ou les CCI, c'est l'affichage, parce qu'on a un outil propre à notre entreprise sur lequel on a la possibilité d'utiliser. On a cet outil à disposition, mais qui a un truc de maintenance, qui paye pour cette maintenance, et donc on répercute 200 € de ici. Je crois que la chambre de métier est 5 journées, on va pas oui. Alors quand j'avance le cours, en général, désolé pour tous ceux qui ont eu très cher leur conseil, on a l'impression que on fait partie de ce que là, c'est ça. Après, si on va sur l'émission d'évaluation, là, il y aura forcément un point qui va se rapprocher de celui de prochaine, c'est la qualité du service. Et ce qu'on fait payer en revanche, comme certains cabinets d'intermédiation, mais ça c'est peut-être de 3 heures, ça va être la recherche active possible. Donc en fonction de l'ampleur de l'entreprise qui permet de faire sur la croissance externe qui va en recherche aussi, des fois des revenants. Et c'est normal qu'ils se posent la question du coup, parce que jusque-là, il y en avait 20 en fait. Et ça va pouvoir évoluer. Pour l'instant, on voit vraiment sur ce qu'on a ici. Je ne sais pas si ça répond. On profite de cette année. Si je peux bien juste compléter que je fais partie du bureau de la Chambre de commerce, un petit truc Emmanuel. On va revenir sur les baisses de financement des chambres de commerce. Effectivement, on a Stéphane qui est président de la commission des finances de la CCI, on va encore plus en parler sur les chiffres. On a démarré la mandature il y a avec mon Jarry à 18 millions d'euros de budget de fonctionnement, on va finir à 5. Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire, on est passé de 220 agents à 60 agents. Malheureusement, quand des départs à la touche, c'est très là-dessus. On a la chance d'avoir une CCI très dynamique avec des agents très compétents, ceux qui restent en tout cas. Et d'ailleurs, à tel point qu'à un moment, on se demande il y a quand ils étaient 220. Mais voilà. Après, c'est vrai que la loi autre de l'année dernière, janvier 2 ans maintenant, a ouvert des champs, des possibles aux chambres de commerce pour rentrer sur le champ concurrentiel. On a quand même, nous, élu la volonté de ne pas rentrer en concurrence directe avec les ressortissants, ce n'est pas le but. Mais il y aura toujours un premier service, et sans doute que progressivement, notre rôle sera peut-être un moment d'envoyer vers les conseils quand le dossier est un petit peu complexe. Globalement, l'accès à la chambre de commerce, dans une mission de service public, restera sans doute, en tout cas, la porte. Il ne faut pas hésiter à dire aux gens qu'ils peuvent la pousser sans aucun problème, ils ne sont pas facturés. Et en fonction de ce qu'ils demandent, ce sera très clair. Voilà, on s'en parle. Comme concurrence, c'est jamais beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La deuxième, c'était quoi? J'en ai une autre question technique entre le moment où on parlait tout à l'heure à quel moment informer les salariés de la vente. Il y a combien de temps en moyenne entre la signature du protocole d'accord et l'acte définitif? Et du coup, si on remonte encore plus l'échelle du temps, combien de temps avant il faut en parler les salariés? Parce que entre le protocole et la signature, il y a pas 3 mois à peine. C'est comme du prêt immobilier, j'imagine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 6 mois avant, éventuellement, la juridique, c'est 2 mois avant la vente définitive. Oui, ça veut dire que c'est juridique. Ça veut dire qu'il faut que ce soit
salariés. Non. Après, il faut savoir que c'est une obligation de leur laisser la possibilité, mais ça n'empêche pas la vente. Donc en fait, c'est une loi qui a quand même été créée pour essayer de favoriser ça, mais qui n'emporte rarement son effet parce que souvent, ils ne trouvent pas au sein des salariés. Après, à tort peut-être, mais ils pourraient éventuellement trouver. Mais c'est vrai que le blocage de ne pas dire aux salariés, après, ça a plus d'avantages que de les informer en amont, mais là, c'est autre chose. Oui, et toutes les questions du management qu'on a mis en place et des relations qu'on a avec les salariés aussi. Si dès qu'on l'annonce, c'est le risque que les salariés courent chez les concurrents en disant la boîte va fermer, j'accompagne en ce moment des dirigeants qui, il y a 15 ans, ont assisté à la mort d'une boîte qui marchait très très bien parce que ça s'est su à la vente et les salariés ont informé des clients, des prestataires, etc. Et ça a plu. Et pourtant, je suis la première pour en parler aux salariés. Dans quel secteur d'activité on est, quelles sont les relations avec les salariés. On pose tout un tas. Ce qu'il faut, c'est comme pour tout, prendre des décisions basées sur des choses factuelles. Et donc, le fait d'anticiper, ça permet tout simplement de tout poser à plat, de dire voilà, ça je le sais. Ça, j'y touche, ok, voilà pourquoi j'y touche. Ça, j'y touche pas, ok, je saurais l'expliquer. Je suis conscient qu'il y a ça qui va ou qui ne va pas, et je saurais l'expliquer demain à un repreneur, c'est pareil au niveau des salariés. Je vais rebondir là-dessus parce que moi, je crois qu'un des chantiers qu'on va devoir mener, ça va être d'intégrer dans les esprits des chefs d'entreprise qu'à mon sens, une des meilleures reprises sera par les salariés sur du long terme, avec un management qui est prévu pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on va embaucher un directeur ou on va former des gens à reprendre notre entreprise. Dans les TPE, vous l'avez dit, l'entreprise, elle marche sur la personnalité du chef d'entreprise. L'entreprise de la com, mais c'est vrai dans beaucoup d'entreprises de services, sur les achats responsables, enfin, sur le service. Le commerce, c'est un peu différent. Il y a un fonds de commerce, il y a une clientèle, on la garde pas. Sur tout ce qui est service, et dans notre département, c'est 60% de l'entreprise. Si le chef d'entreprise part et que ça n'a pas été anticipé, aujourd'hui, la création d'entreprise est quand même largement démocratisée. Aujourd'hui, je suis même plombier. Est-ce que ça vaut le coup de me monter tout seul en étant entrepreneur et au fur et à mesure, ou est-ce que ça vaut le coup de racheter une entreprise qui existe déjà? Je ne sais pas. Aujourd'hui, la communication, notamment par Internet, est accessible à tout le monde. C'est beaucoup plus facile, je pense, de se monter. Il y avait le schéma classique avant de transmission familiale. Là aussi, je ne connais pas les stats, certains les connaissent, mais il y en aura sans doute de moins en moins. La transmission de compétences, ça existe encore, je pense, dans l'artisanat, où il y a vraiment un savoir-faire qu'on peut transmettre. Mais le projet en fait, de la création aujourd'hui est tant mieux dans l'esprit des jeunes de partout, avec plutôt un rêve de dire on monte une start-up et en 7 ans on la revend et on devient milliardaire, on arrête de travailler. Mais voilà. Et je pense que le schéma de transmission et ce qui peut choquer souvent chez les salariés, c'est plutôt l'aspect financement. Et là aussi, il y a des organismes qui commencent, et je pense à la Solidarité, on pense à eux pour faire des levées de fonds pour les startups, justement. Mais en fait, il y a des accompagnements avec des prix de participation pour aider les salariés à reprendre leur entreprise. Il y a aussi une réflexion sur la vente longue, de dire la prime ou l'intéressement, finalement, ça va vous servir à, dans 10 ans, la boîte est à vous. Et on a la CPME, des très bons exemples comme ça, comme la société ETI en étanchéité, je ne sais pas si c'est une belle boîte de la région, où il a embauché la première personne qui a repris il y a, je crois, 10 ans, et puis un deuxième, et puis un troisième, ils ont un groupe et ils les accompagner, des sciences efficaces, on peut le citer, jusqu'à leur lâcher complètement l'entreprise. Ça s'est fait sur 10 ans, ils n'avaient pas les moyens, il y a 10 ans d'arracher. Mais il les a embauchés avec cet esprit-là jusqu'à la transmission. Et sincèrement, si je prends mon cas personnel pour l'agence événementielle, à part un de mes salariés aujourd'hui, je ne vois pas qui la rachèterait. C'est tellement facile de monter l'agence de com, l'agence événementielle, même si on a de la clientèle ou l'événementiel, c'est pas du tout le moment de vendre. Mais ce que je veux dire, c'est que même si on fait une très belle année, un contrat, quand on a un gros contrat, l'année d'après, un anniversaire d'entreprise, on est sûr de l'avoir. Finalement, la clientèle en elle-même n'a pas la renommée. Mais si je suis plus là, est-ce qu'il y aura la même renommée d'un repreneur? Pas du tout. Donc, si un jour, moi, je dois céder, ça ne pourra être qu'en laissant un bon directeur adjoint, et donc je
passer au fur et à mesure, peut-être, ou s'il a envie. Mais je pense que vraiment ce message de l'anticipation devrait presque nous former quand on crée une entreprise à penser à comment un jour on la cédera, on la revendra. Voilà. Et je pense que ce message, il est très très important à faire passer. Ou l'actionnariat, hein, même monter son entreprise, comme le scope, etc. Ça aussi, ça doit intégrer maintenant. On y arrive de plus en plus sur la création, on se rend compte que la cession fait partie de la vie de l'entreprise. L'entreprise se crée, elle se développe, et puis les CD, c'est un Il y aura sans doute en plus de moins en moins de gens qui montent leur entreprise à 25 ans et qui auront encore même à 60 ans. Donc il faut aussi que ça intègre ces cycles de vie, de changement et de mutation. Franchement, il y a énormément d'aide. Il y a des choses que vous disiez, il y a sur les aides qui est en place. Moi, j'ai assisté à une session où le directeur marketing était 20 000 € sur la table pour acheter une boîte à 5 millions d'euros. Et avait un fonds, le fonds d'avoir un fonds directeur ensuite un fonds majoritaire, mais qui investissait le reste. Et à la sortie des fonds, il repartait avec beaucoup plus que à salaire énorme, etc. Il y a des subventions, il existe des tas de choses, donc c'est vrai qu'il ne faut surtout pas s'arrêter au fait de j'ai pas d'apport, j'ai pas les moyens, ou mes salariés n'auront pas les moyens pour reprendre mon entreprise. Et ça, c'est l'anticipation, mais pas l'anticipation. On parlait de prévoir de 3 ans à l'avance. C'est vraiment dans la façon de construire son entreprise et ses équipes, hein, et de former au fur et à mesure aux responsabilités, comme on a parlé. Hein. Effectivement, si ça tient sur une personne, au moment du moment, même si la boîte est belle, est-ce que ça peut vous la racheter? La réflexion de Louis, de dire, dès le début, on devrait former à ça, je trouve illustré par peut-être la première question que posent les fous en ce moment dans une boîte, c'est dans 3, dans 5 ans, actionnaire. Ils sont bien placés, je trouve, pour illustrer ça. Cette nécessité de savoir ce qu'on va en faire.